La solitude n'est pas le prix de la pensée indépendante. C'est sa garantie. Chaque idée véritablement originale que tu formules, chaque conclusion que tu atteins par ton propre raisonnement plutôt que par absorption du consensus, chaque moment où ton esprit refuse d'accepter la narration dominante, t'éloigne progressivement de la tribu. Pas parce que tu es spécial, pas parce que tu es supérieur, mais parce que les humains sont des animaux sociaux dont la survie pendant des millions d'années dépendait de la conformité au groupe. Et ton cerveau, comme celui de tous les autres, est programmé pour détecter et punir la déviation. Le penseur indépendant n'est pas célébré pour son originalité. Il est marqué comme une menace. Et la réponse instinctive aux menaces n'est pas le dialogue curieux. C'est l'isolement systématique jusqu'à ce que le déviant se conforme ou disparaisse. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de l'anthropologie appliquée à ta vie quotidienne. L'illusion qu'on vous a vendue est que nous vivons dans une société qui valorise la pensée critique, l'originalité, la disposition à remettre en question les dogmes. Les écoles disent qu'elles enseignent la pensée critique. Les entreprises disent qu'elles recherchent des innovateurs. La culture populaire célèbre les rebelles, les visionnaires, ceux qui ont défié le statu quo. Mais regardez comment cela fonctionne réellement. Un étudiant qui remet sincèrement en question les fondements de ce qui lui est enseigné n'est pas célébré comme un penseur critique. C'est problématique. Un employé qui remet en cause les hypothèses fondamentales sur le fonctionnement de l'entreprise n'est pas considéré comme un innovateur. Il est vu comme un mauvais coéquipier. Un individu qui rejette les récits politiques dominants des deux côtés n'est pas respecté pour son indépendance. Il est attaqué par tous les camps. La société dit qu'elle valorise la pensée indépendante. Ce qu'elle valorise réellement, c'est l'illusion de la pensée indépendante qui aboutit à des conclusions pratiques. Et cela commence tôt, bien avant que tu aies la capacité de le reconnaître. Observe les enfants dans une cour de récréation. Il existe des règles implicites sur ce qui est acceptable, quels jeux sont joués, quel langage est utilisé, qui appartient au groupe. L'enfant qui ne suit pas ces règles, qui suggère des jeux différents, qui parle différemment, qui montre des intérêts que le groupe ne partage pas, est immédiatement identifié comme un étranger. Pas par une décision consciente, par instinct social. Les autres enfants ne décident pas collectivement de l'exclure. Cela arrive simplement. Le groupe se cohésionne autour de similitudes partagées et l'étrange est laissé de côté. Les enseignants interprètent cela comme une simple dynamique sociale de l'enfance. C'est un entraînement précoce au coût de la non-conformité. Ce processus s'intensifie à l'adolescence, où la pression de conformité atteint son sommet car les adolescents naviguent dans leur identité tout en dépendant entièrement de l'acceptation sociale. L'adolescent qui pense différemment, qui rejette la musique populaire, qui remet en question les hiérarchies sociales, qui ne participe pas aux rituels de groupe, expérimente un isolement brutal. Non pas parce que les autres adolescents sont cruels par nature, mais parce que le groupe se définit autant par ce qu'il exclut que par ce qu'il inclut. L'identité de groupe nécessite des frontières claires entre nous et eux. Et le penseur différent, simplement parce qu'il est différent, devient automatiquement eux. Le groupe ne le rejette pas par malveillance. Il le rejette pour renforcer sa propre cohésion. Chaque exclusion est un rituel qui affirme la solidarité de ceux qui restent à l'intérieur. Solomon Asch a démontré la puissance de cette pression avec une expérience expérimentale dévastatrice dans les années 50. Il a placé des sujets dans une pièce avec des acteurs qui faisaient semblant d'être d'autres participants. Il leur montrait des lignes de différentes longueurs et demandait lesquelles étaient égales. La réponse était évidente. Une ligne était clairement plus longue. Mais les acteurs, suivant des instructions, donnaient unanimement la mauvaise réponse. Et environ 3/4 des sujets réels étaient d'accord avec le groupe au moins une fois, affirmant que des lignes de longueur manifestement différentes étaient égales. Ils ne mentaient pas pour éviter le conflit. Leur perception réelle s'était ajustée. Le consensus du groupe surpassait la preuve de leurs propres yeux, parce que le cerveau humain est optimisé pour l'appartenance sociale. Et l'appartenance nécessite une conformité perceptuelle. Voir ce que le groupe voit, croire ce que le groupe croit, n'est pas simplement une sécurité sociale.
C'est la façon dont ton cerveau confirme que tu appartiens. Ceux qui ont résisté à la pression du groupe lors de l'expérience Dash, qui ont maintenu leur perception indépendante face à un consensus unanime, ont rapporté une anxiété significative. Ils n'ont pas perçu leur indépendance comme une vertu. Ils l'ont perçue comme une menace. Leur cerveau générait des signaux d'alarme parce qu'ils violaient le consensus du groupe, et la violation du consensus du groupe signifiait historiquement un danger. L'individu qui voit des choses que le groupe ne voit pas, qui tire des conclusions différentes, qui maintient des croyances déviantes, ne pense pas simplement différemment. Il signale son potentiel exclusion du groupe. Et le cerveau interprète cela comme une menace existentielle parce que, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cela l'était. Cette mécanique ne disparaît pas à l'âge adulte. Elle devient simplement plus sophistiquée. Dans les contextes professionnels, le penseur indépendant qui remet en question les hypothèses fondamentales, qui suggère que la stratégie entière de l'organisation est erronée, qui identifie des problèmes que tout le monde ignore, n'est pas promu pour sa perspicacité. Il est marginalisé. Parce que les organisations, comme toutes les structures sociales, privilégient la stabilité à la vérité. La personne qui remet en question les fondements est une source d'instabilité. Même si elle a raison, surtout si elle a raison, elle représente une menace pour la hiérarchie existante, pour les investissements de pouvoir que d'autres ont faits, pour la narration que l'organisation a construite sur elle-même. Elle est donc réduite au silence par des mécanismes subtils. Ses idées sont ignorées. Ses contributions sont minimisées. Elle est exclue des conversations importantes. Et finalement, elle doit faire un choix, se conformer ou partir. Et dans les relations personnelles, le schéma est identique, mais plus douloureux, car il ressemble à un rejet personnel plutôt qu'à de simples dynamiques institutionnelles. Lorsque vous commencez à penser de manière indépendante, lorsque votre processus de raisonnement vous mène à des conclusions différentes de celles de votre cercle social, vos amis ne répondent pas avec curiosité intellectuelle. Ils réagissent avec inconfort. Vos nouvelles idées ne sont pas explorées. Elles sont perçues comme des menaces. Parce que l'amitié, dans la plupart des cas, n'est pas construite sur le respect mutuel intellectuel. Elle est construite sur un consensus partagé. Vos amis sont des personnes qui voient le monde de manière similaire à la vôtre. Et lorsque vous cessez de le voir ainsi, lorsque votre perspective diverge, la base de l'amitié s'érode. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes conversations. Vous ne pouvez pas partager les mêmes hypothèses. Vous ne pouvez pas participer au même rituel de validation mutuelle où chacun confirme les croyances des autres. Et voici la partie brutale. Les amis que tu perds ne t'abandonnent pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes. Ils t'abandonnent parce que ta pensée indépendante les met mal à l'aise de manière qu'ils ne peuvent pas articuler complètement. Ta disposition à remettre en question des choses qu'ils acceptent comme vérité les oblige à confronter leur propre manque de remise en question. Ton indépendance intellectuelle est un miroir implicite qui reflète leur conformisme. Et personne n'aime être confronté à sa propre complaisance intellectuelle. Alors, au lieu d'examiner leurs propres croyances, au lieu d'affronter l'inconfort que ta pensée différente génère, ils prennent simplement leur distance. Ils te voient moins souvent. Ils répondent à tes messages avec moins d'enthousiasme. Finalement, l'amitié se dissout simplement. Et tu te demandes ce que tu as mal fait, alors que la seule chose que tu as faite, c'était penser. Les relations amoureuses font face à des pressions similaires mais intensifiées. L'intimité romantique nécessite une vulnérabilité partagée, des valeurs communes, une vision partagée du monde. Lorsqu'un des partenaires commence à penser de manière indépendante, lorsque sa vision du monde évolue dans des directions que l'autre ne partage pas, la relation est confrontée à une tension fondamentale. Et la réponse typique n'est pas de célébrer la croissance intellectuelle du partenaire, c'est de la résister. Parce que le changement de perspective d'un partenaire menace la stabilité de la relation. Il menace les plans communs construits sur des hypothèses partagées. Il menace l'identité commune qui s'était développée. Ainsi, le partenaire dont la pensée change fait face à une pression implicite et explicite pour cesser de changer, pour revenir à ce qu'il était, pour maintenir les croyances qui rendaient la relation confortable. Et s'il refuse, s'il continue à penser de manière indépendante, la relation se termine typiquement. Ce n'est pas parce qu'aucun des partenaires n'est mauvais.
parce que l'incompatibilité intellectuelle fondamentale rend l'intimité insoutenable. Schopenhauer, qui a passé la majeure partie de sa vie dans l'isolement philosophique, a écrit abondamment sur ce qu'il appelait le dilemme du hérisson. Par temps froid, les hérissons se rapprochent pour se réchauffer. Mais lorsqu'ils se rapprochent trop, leurs épines s'entaillent mutuellement. Ils s'éloignent alors. Mais ils ressentent à nouveau le froid. Ils se rapprochent encore. Et le cycle continue, alors qu'ils cherchent la distance optimale où ils reçoivent suffisamment de chaleur sans trop de douleur. Schopenhauer utilisait cela comme une métaphore pour les relations humaines. Nous avons besoin de connexion sociale, mais la véritable proximité entraîne inévitablement des frictions. La plupart des gens résolvent cela en maintenant une distance émotionnelle et intellectuelle. Ils forment des relations basées sur la convention sociale, des intérêts superficiels partagés, un consensus sur des sujets sûrs. Ces relations offrent de la chaleur sans beaucoup de douleur, car elles n'atteignent jamais une profondeur réelle. Mais l'indépendant penseur ne peut pas maintenir cette distance de sécurité. Sa pensée le conduit vers des endroits que d'autres n'empruntent pas. Et lorsqu'il tente de partager ses idées, lorsqu'il essaie d'avoir des conversations sincères sur ses conclusions, il pique les autres avec ses épines. Pas intentionnellement, simplement en raison de la nature de ce qu'il dit. Ces idées remettent en question des hypothèses que d'autres doivent maintenir pour leur confort psychologique. Ces questions exposent des incohérences que d'autres préfèrent ignorer. Sa disposition à explorer des territoires intellectuels inconfortables génère de l'anxiété chez ceux qui ont construit leur identité sur des certitudes non examinées. Alors, d'autres se retirent. Ils gardent leur distance. Et l'indépendant penseur reste seul, non pas parce qu'il est intentionnellement blessant, mais parce que son honnêteté intellectuelle est incompatible avec le type de relation superficielle que la majorité des personnes cultivent. Et voici où cela devient vraiment sombre. L'indépendant penseur finit par internaliser le schéma. Après suffisamment de rejets, après suffisamment d'amitiés qui disparaissent, après suffisamment de relations qui se terminent parce que ta perspective a évolué, tu commences à t'auto-censurer. Pas consciemment au début. Tu remarques simplement que certains sujets causent de la tension. Certaines idées mettent les gens mal à l'aise. Alors tu cesses de les partager. Tu développes une version publique de toi-même qui est plus acceptable, plus conventionnellement acceptable. Tu gardes tes véritables idées privées. Et lentement, sans te rendre compte du processus, tu commences à vivre une double vie. Il y a la personne que tu es quand tu es seul, pensant tes véritables pensées, arrivant à tes conclusions honnêtes. Et il y a la personne que tu présentes au monde, soigneusement calibrée pour ne pas offenser, ne pas défier, ne pas déranger. Cette division est psychologiquement épuisante. Elle nécessite une surveillance constante de ce que vous pouvez dire et de ce que vous devez cacher. Elle exige de maintenir des narrations parallèles, une pour le public et une pour la réflexion privée. Et avec le temps, vous commencez à perdre la distinction. Vous oubliez quelle était votre pensée originale et quelle était la version que vous avez construite pour l'acceptation sociale. Vous devenez étranger à vous-même. Et la solitude s'intensifie, car maintenant vous n'êtes pas seulement seul dans vos relations extérieures, vous êtes seul dans votre propre psyché, séparé de votre vrai moi par des couches d'autocensure que vous avez construites pour survivre socialement. Nietzsche a affronté cela directement dans sa vie et sa philosophie. Il a écrit depuis un isolement presque total, incompris par ses contemporains, rejeté par le monde académique, physiquement malade et socialement marginalisé. Et il a écrit sur le concept d'esprit libre, l'individu qui a réussi à se libérer des chaînes de la pensée conventionnelle. Mais Nietzsche ne romantisait pas cela. Il reconnaissait que la liberté intellectuelle a un coût brutal. L'esprit libre doit renoncer au confort du consensus, à la sécurité de l'appartenance tribale, à la facilité des relations basées sur un accord superficiel. Il doit être prêt à être seul, pas par choix, mais parce que l'alternative est de trahir sa propre intégrité intellectuelle. Nietzsche a identifié quelque chose de crucial sur la raison pour laquelle l'indépendant penseur est rejeté si systématiquement. Ce n'est pas simplement parce que ses idées sont différentes. C'est parce que ces idées représentent une accusation implicite
contre ceux qui ne pensent pas de manière indépendante. La simple existence de quelqu'un qui remet en question, qui pense de manière critique, qui parvient à des conclusions non conventionnelles par un raisonnement rigoureux, révèle par contraste la conformité irréfléchie de la majorité. Vous n'avez rien à dire. Votre indépendance parle d'elle-même. Et les gens répondent à cette accusation implicite non par une autoréflexion, mais par de l'hostilité. Il est plus facile d'attaquer le messager que d'examiner le message. Il est plus confortable de marginaliser le penseur différent que de confronter votre propre pensée non examinée. Cette hostilité peut être subtile, enveloppée de préoccupations. Tes amis te disent que tu penses trop. Ta famille te dit que tu deviens cynique. Tes collègues suggèrent que tu dois être plus pragmatique. Toutes ces formes sont polies pour dire « Cesse de penser de manière indépendante. Reviens au consensus. Cesse de nous mettre mal à l'aise. » Et si tu ignores ces signaux subtils, l'hostilité devient moins subtile. On t'accuse d'arrogance, de croire que tu es plus intelligent que tout le monde, comme si le problème n'était pas tes idées, mais ton ego. C'est une tactique de délégitimation brillante parce qu'elle détourne la conversation du contenu de tes idées vers ton caractère. Tu ne présentes plus des arguments qui doivent être considérés. Tu fais preuve d'arrogance qui doit être corrigée. Et dans l'environnement numérique moderne, ce mécanisme de punition s'est amplifié à des dimensions grotesques. Les réseaux sociaux fonctionnent par validation tribale. Tu publies quelque chose qui s'aligne avec le consensus de ta tribu, tu reçois des likes, des commentaires d'affirmation, des partages. Ton cerveau libère de la dopamine. Tu expérimentes une validation sociale. Mais si tu publies quelque chose qui défie le consensus, quelque chose qui parvient à des conclusions indépendantes qui dérangent ta tribu, tu expérimentes le contraire. Silence. Ou pire, des attaques. Ta tribu ne débat pas tes idées. Elle t'attaque personnellement. Elle t'accuse de trahison du groupe, d'avoir été capturé par la autre tribu, d'argumentation de mauvaise foi. Et si tes idées sont suffisamment déviantes, si tu défies les consensus de plusieurs tribus simultanément, tu expérimentes de l'hostilité de tous côtés. Tu deviens ce qu'on appelle politiquement sans domicile, rejeté par toutes les tribus parce que tu ne corresponds parfaitement à aucune narration préemballée. Cet environnement est toxique pour la pensée authentique, car le coût de l'indépendance intellectuelle est désormais public et immédiat. Ce n'est pas simplement que vous perdez des amitiés progressivement, c'est que vous pouvez être humilié publiquement, annulé, marqué comme paria en temps réel. Et votre cerveau, cet organe optimisé pour l'appartenance tribale, enregistre cela comme une menace existentielle. Il génère de l'anxiété chaque fois que vous envisagez d'exprimer une idée non conventionnelle. Vous vous auto-censurez, non pas parce que vous décidez consciemment de le faire, mais parce que votre cerveau protège votre survie sociale. Et lentement, sans reconnaître le processus, vous cessez de penser indépendamment de l'ensemble. Vous absorbez simplement et régurgitez les narratifs de votre tribu choisie, vous convainquant que ce sont vos véritables conclusions, alors qu'en réalité, ce ne sont que des idées qu'il est sûr d'avoir. Mais il y a une autre dimension encore plus troublante. Tous ceux qui prétendent être des penseurs indépendants ne le sont pas réellement. Beaucoup ont simplement échangé une conformité contre une autre. Ils ont quitté une tribu pour en rejoindre une autre qui se définit par sa prétendue non-conformité. Des libertaires qui répètent des dogmes du libre marché sans examen. Des athées qui récitent des points de débat anti-religieux sans pensée originale. Des contre-culturels qui suivent l'orthodoxie de la non-conformité aussi rigoureusement que d'autres, suivent des orthodoxies conventionnelles. Ces personnes vivent l'isolement du penseur indépendant sans réellement penser de manière indépendante. Elles ont confondu l'adoption de croyances minoritaires avec une pensée authentique. Et cela est peut-être plus triste que la conformité évidente, car elles croient être libres alors qu'elles sont tout aussi enchaînées. La véritable pensée indépendante n'est pas d'adopter des positions contraires. C'est le processus d'examiner rigoureusement ses propres croyances, en remettant en question leurs fondements, en suivant la logique où qu'elle mène, même si cela conduit à des conclusions inconfortables, même si ces conclusions vous isolent de toute tribu. Elle est intellectuellement solitaire, car on ne peut pas simplement adopter les conclusions des autres,
même celles d'autres penseurs indépendants. Il faut faire le travail soi-même. Et ce travail est sans fin, car de nouvelles données, de nouvelles expériences, de nouveaux arguments nécessitent une réévaluation constante. On ne peut jamais se reposer sur une certitude confortable. Il faut tout garder provisoirement, prêt à réviser face à des preuves suffisantes. Cette incertitude perpétuelle est cognitivement épuisante et socialement isolante, car la majorité des personnes construisent leur identité sur des certitudes. Elles ne peuvent pas se relier à quelqu'un qui maintient tout provisoire. Et cela nous amène finalement à la question la plus sombre. Si la pensée indépendante garantit la solitude, si le coût de l'intégrité intellectuelle est l'isolement social, si l'honnêteté sur vos véritables conclusions détruit vos relations, cela en vaut-il la peine? C'est la question à laquelle chaque penseur indépendant est finalement confronté. Et la réponse honnête n'est pas réconfortante. Il n'y a aucune récompense garantie. Il n'y a pas de vindication inévitable. Vous n'arriverez pas à des conclusions correctes et le monde finira par reconnaître votre sagesse. Vous mourrez probablement aussi incompris et seul que vous avez vécu. Alors, pourquoi continuer? Pourquoi ne pas simplement vous conformer, adopter les croyances de votre tribu choisie, profiter du confort de l'appartenance? La seule réponse honnête est que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas. Pas parce qu'elles sont moralement supérieures. Parce que leur constitution psychologique rend la conformité plus douloureuse que l'isolement. Pour ces personnes, trahir leur propre perception, feindre de croire des choses qu'elles ne croient pas, maintenir le faux consensus lorsqu'elles voient les fissures est insupportable. Ce n'est pas une vertu. C'est une incapacité à faire autrement. Elles sont comme les sujets de l'expérience Dash qui ne pouvaient pas s'accorder avec le groupe même sous une pression intense. Leur câblage psychologique privilégie la cohérence interne à l'appartenance externe. Et elles paient le prix de ce câblage toute leur vie. Alors la dernière question, le miroir qui doit se tourner directement vers toi, n'est pas de savoir si tu valorises la pensée indépendante. C'est si tu en es vraiment capable. Combien de tes croyances actuelles as-tu examiné rigoureusement versus combien en as-tu absorbé de ta tribu? Combien de tes opinions politiques as-tu développé par la pensée critique versus combien as-tu adopté parce que ton groupe social les soutenait? Combien de tes certitudes sur le monde survivraient à un examen sincère? Es-tu prêt à suivre le raisonnement où qu'il mène, même s'il t'éloigne de toute tribu? Peux-tu tolérer la solitude qui vient de penser honnêtement? Ou préfères-tu le confort du consensus, la sécurité d'appartenir, la facilité de relations construites sur un accord superficiel? Il n'y a pas de réponse correcte. Les deux chemins ont des coûts. Mais vous devez être honnête sur celui que vous empruntez. Si vous choisissez la conformité, reconnaissez-le. Ne faites pas semblant de penser de manière indépendante alors que vous répétez simplement le consensus de votre tribu. Et si vous choisissez une véritable pensée indépendante, comprenez pleinement le prix. Ce ne sera pas romantique. Vous ne serez pas justifié. Vous finirez seul, non pas parce que le monde est injuste, mais parce que l'isolement est la conséquence inévitable de la divergence dans une espèce tribale. La solitude n'est pas le coût accidentel de la pensée différente. C'est sa structure inhérente. Pouvez-vous payer ce prix? Ou le payez-vous déjà sans vous rendre compte que vous avez choisi ce chemin? Vous seul connaissez la réponse. Mais cette réponse déterminera non seulement votre vie intellectuelle, mais toute votre vie. Êtes-vous seul parce que vous pensez différemment? Ou avez-vous cessé de penser différemment parce que vous ne pouviez pas supporter d'être seul? Les deux sont des tragédies. Seule l'une est vraiment honnête.